Merci à tous en tout cas d'être présents. Et ça sera un webinaire assez interactif puisqu'on va proposer à plusieurs intervenants et d'autres personnes qui sont présentes ici pour parler de leur expérience. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, ça a l'air bon. Ouais. Très bien. Nickel. Parfait. Donc, bienvenue. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, on est l'entreprise Sogelis. L'entreprise Sogelis est un groupe qui est composé de développeurs, d'un groupe de développement Cloud Native qui est basé sur Lyon et Grenoble, et tout ce qui est développement critique qui est basé sur Grenoble. Nous, on est le groupe UX Shadow, donc on est une équipe de 4 personnes et on s'intéresse au design orienté utilisateur. Donc, c'est tout ce qui est ergonomie, UX, UI design, et on fait de la charte graphique et des formations UX sur Lyon et Grenoble. Donc, notre but, c'est vraiment d'accompagner en fait les sociétés dans la conception de produits numériques. Donc voilà, nos petites têtes. Donc ici présente Marco Perrin, UX designer, et moi-même UX designer ergonome aussi. Nous avons aussi Marion Georges qui est présente et Benjamin Billet, UX designer. Donc le plan de ce webinaire, c'est on va parler de nos fails. Pourquoi? Ouais, on va commencer par vous expliquer pourquoi on s'intéresse à ça. Puis on va alterner entre nos fails, on en a identifié quelques-uns, et puis les vôtres. Vous pourrez prendre la parole pour nous raconter, et puis à la fin, on votera pour le meilleur fail. Donc, il y aura un grand gagnant ou une grande gagnante. Exactement. Alors, pourquoi parler de nos fails? Comme Anaïs l'a dit, on fait de la formation et on s'est rendu compte en construisant nos formations que c'était très intéressant de s'appuyer sur les erreurs que font les gens pour favoriser l'apprentissage. On a creusé un petit peu ce sujet-là il y a quelques temps. On a fait un peu de biblio. Moi, je viens du domaine des neurosciences, donc ça m'intéressait particulièrement. Et j'ai pu voir dans la littérature que les erreurs, en particulier, favorisent la mémorisation. C'est même quelque chose sur lequel j'avais travaillé pendant mes études. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui de ce sujet en neurosciences, c'est qu'il y a un concept qui s'appelle l'erreur de prédiction. Je ne sais pas si ça vous parle, mais s'il y a des développeurs dans l'assemblée, en machine learning, c'est quelque chose qu'on utilise. C'est le fait que on va faire de l'apprentissage par renforcement en intelligence artificielle pour favoriser des comportements. Donc, quand il y a un comportement qui est positif, on va lui apporter un renforcement positif pour l'encourager à avoir lieu. Et quand il y a une erreur, on va sanctionner ce comportement pour éviter qu'il se reproduise. Et en fait, des chercheurs en neurosciences ont observé qu'il y avait des neurones dopaminergiques en particulier dans une zone du cerveau qui s'appelle les ganglions de la base et dont l'activité est corrélée à cette erreur de prédiction. Donc en fait, l'activité de ces neurones, elle augmente lorsqu'une récompense est reçue de façon imprévisible. Elle reste stable quand la réception de la récompense est prédite, donc quand on s'y attendait. Et au contraire, elle diminue lorsqu'on attendait une récompense et que cette récompense ne survient pas. Donc ils se sont dit que peut-être le cerveau finalement fonctionnait comme les algorithmes qui ont été développés dans le contexte de l'intelligence artificielle. Et donc, cette activité-là des ganglions de la base, en particulier du noyau accumbens, c'est une activité qui est impliquée dans le circuit de la récompense. Typiquement, dans les addictions, toutes les drogues, elles ont pour effet de relâcher de la dopamine, et c'est ça qui renforce l'action de consommation. Donc là, on s'éloigne un petit peu de l'apprentissage, encore qu'on apprend à se faire plaisir avec des drogues. Je m'écarte du sujet. Mais on a observé aussi, des chercheurs ont observé qu'il y avait plusieurs ondes cérébrales qui variaient en fonction du résultat obtenu. Donc dans le cas d'un jeu ou d'un test, selon qu'on se trompe ou qu'on fait la bonne action,
ces ondes cérébrales qu'on mesure en électroencéphalographie, elles ont une amplitude qui varie. Donc, il y a notamment l'erreur relative negativity, qu'on appelle l'ERN, qui est une onde négative qu'on observe à la suite d'une erreur, et la feedback relative negativity, qui est une onde négative qu'on observe à la suite d'un feedback. Et donc, en fait, ces ondes, on suppose, par rapport aux données scientifiques qu'on a, qu'elles sont générées par le cortex singulaire antérieur ou l'aire motrice supplémentaire. On les enregistre très très peu de temps après l'action qui a généré une erreur, 50 millisecondes pour la première, 250 millisecondes pour la seconde. Et donc, elles sont plus amples, ces erreurs, si l'erreur est inattendue. Donc, c'est ce qui est représenté sur ce petit graphique-là, qui est extrait de mes travaux en neurosciences avant de travailler dans l'UX. Et donc, en fait, cette zone ici, là, ça représente la fameuse FRN. Et donc, le trait plein, là, c'est lorsqu'on envoyait un mauvais feedback inattendu par rapport à un bon feedback, un mauvais feedback attendu, pardon, un pointillé. Donc, voilà, quand c'est inattendu, il y a une amplitude qui est plus importante. Et donc, il y a plusieurs chercheurs dans le domaine qui ont déduit que les variations de dopamine produites quand on se trompe, quand on reçoit un feedback qui nous indique qu'on s'est trompé, que cette dopamine allait influencer le fameux cortex singulaire antérieur qui génère cette onde, et que cette action dans le cerveau serait utilisée pour renforcer positivement ou négativement un comportement. Donc voilà, c'est très neurosciences, très poussé en neurosciences, et on ne sait pas de quelle manière ça peut se transférer à ce type de webinaire, typiquement juste d'échanger sur nos fails. Mais en tout cas, ça démontre un petit peu que de manière générale, les erreurs, c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre. Alors évidemment, voilà, les expériences, c'est pas une grosse situation complexe, c'est plutôt appuyer sur un bouton et avoir juste ou faux, mais c'est un indice en tout cas du fait qu'on apprend de nos erreurs, et que vraiment le cerveau se sert de ça pour s'améliorer, pour améliorer nos comportements. Un autre élément qu'on a pu trouver quand on a fait de la littérature par rapport à nos formations, c'est le concept de référence à soi, qui favorise la mémorisation. Donc ça, c'est un concept plutôt issu de la psychologie. Et l'idée, c'est qu'on mémorise plus facilement des éléments si on les relie à notre expérience personnelle. Par exemple, c'est plus facile de se souvenir d'une date d'anniversaire si elle est proche de notre propre anniversaire. Et de manière amusante, cet effet, il est sensible à l'âge, c'est-à-dire que c'est plus important chez les jeunes adultes que chez des adultes plus âgés. Il y a des groupes qui ont été comparés de 18-20 ans et un groupe de plus de 60 ans, l'effet était moins important. Et par contre, c'est persistant dans le temps. C'est pas juste, pareil, c'est toujours des expériences très cadrées dans des laboratoires, mais dans certaines expériences, ils ont fait un rappel après un délai d'1 semaine, et l'élément qui avait été mis en relation avec l'expérience personnelle était toujours mieux mémorisé que des éléments sans relation avec l'expérience personnelle 1 semaine plus tard. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que peut-être que le fait de vous faire parler, de vous parler de nos échecs, ça va vous évoquer des souvenirs, ça va vous faire des liens avec votre propre expérience, ça va raviver des expériences passées, et vous pourrez peut-être tirer des enseignements de ces expériences-là. On a une question sur le chat, Margot. Ouais, ok. Luc aimerait savoir quel est l'équivalent de la dopamine dans une entreprise, et donc pas au niveau individuel, mais au niveau collectif. Alors, l'équivalent de la dopamine. Si on dit que la dopamine, c'est ce qui renforce un comportement positif, ça peut être, je sais pas, une augmentation, une félicitation de nos collègues, quelqu'un qui nous dit c'est super, tu as bien travaillé, ou à une échelle plus UX, on va dire, le fait que nos utilisateurs soient contents de nous fassent des feedbacks positifs, achètent le produit, en parlent autour d'eux. Donc tout ça, ça peut être l'équivalent de la dopamine dans un contexte plus UX, voire entreprise. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Il est content. Il est content. Super.
Du coup, troisième élément, avec lequel on fait un lien à la fois dans nos formations et puis aujourd'hui, c'est la production de contenu qui favorise aussi la mémorisation. Donc ça a été montré dans des études où les protocoles, en fait, c'est de demander à des gens de réfléchir à une solution, par exemple une multiplication, on leur demande soit de réfléchir vraiment au résultat de la multiplication, soit on leur donne directement le résultat sans leur laisser l'occasion d'y réfléchir. Et on observe que les personnes qui ont réfléchi, d'ailleurs même si elles ne trouvaient pas la bonne réponse, ça c'est particulièrement amusant, le fait même de s'être posé la question fait qu'elles se souviennent mieux du résultat que si on leur a juste donné le résultat. Et du coup, on se dit que le fait de discuter avec vous, de vous poser la question de est-ce que j'ai vécu des situations similaires, c'est quoi mon plus gros fail, ça va peut-être ancrer en mémoire les enseignements qu'on aura pu tirer de ces différents fails. Du coup, j'ai fini sur ma partie un petit peu scientifique et maintenant la question c'est vous, quel est votre plus gros fail? On va peut-être commencer par vous en présenter un à nous et puis n'hésitez pas à lever la main dans le chat. Mes collègues vous donneront les droits pour prendre la parole si on y arrive. C'est notre premier webinaire, on ne l'a pas dit, mais on prend nos marques avec l'outil. Et puis voilà, l'idée c'est vraiment d'échanger, de pouvoir avoir une discussion et puis de s'enrichir les uns les autres de nos différents fails. Exactement. Donc, on commence par le premier. Pour nous, alors il y a celui-là en plus il est double parce qu'il y a deux expériences où on a eu le même problème. C'est, le problème qu'on a identifié, c'était trop de prestataires différents. Donc dans le projet 1, le contexte c'était qu'on était nous, donc Sogilis, mandaté par une entreprise pour faire seulement l'UX. Alors qu'on avait les compétences UX et UI, enfin on avait aussi les compétences dev. En l'occurrence, on ne pouvait pas faire le dev parce qu'on n'avait pas assez de force de frappe. Mais en tout cas, on aurait bien aimé vendre l'UX et l'UI. Et je ne sais pas comment on s'est débrouillé. On a peut-être mal expliqué quelles étaient nos compétences. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé à ce qui fasse appel à nous, qui paye deux personnes finalement, une UX et un UI, mais qui prennent en plus une autre société pour faire vraiment la partie UI design, la partie graphisme des écrans. Donc finalement, on était deux sur la partie UX, avec mon collègue qui lui était quand même plus spécialisé UI à la base, mais il était avec moi sur tous les ateliers, il m'aidait sur la recherche utilisateur. Et puis il y a une autre entreprise qui faisait la partie UI, il y avait encore d'autres prestataires pour le dev, et on s'est rendu compte que ça créait beaucoup de difficultés de communication, trop de personnes, trop d'intermédiaires. Il y a eu aussi d'autres problèmes plus politiques peut-être sur le projet. Toujours est-il qu'ils ont décidé de réduire le nombre de prestataires et c'est nous qui avons perdu le projet. L'entreprise qui faisait, lui, a proposé, d'après ce qu'on m'a dit, de récupérer la partie UX et de le faire gratuitement. Donc, ils ont dit d'accord. Et on a perdu le projet. Il y a une autre expérience que Marion va vous raconter, parce que c'est elle qui l'a vécue, qui est un peu plus positive pour nous. Donc, sur ce deuxième projet, on avait initialement que la partie dev en prestation de notre entreprise. Et le client, finalement, avait constitué une équipe de plusieurs freelances qui chacun représentait une partie métier. Donc, nous, on était dev, il y avait une freelance PO, une freelance ergo et un freelance chef de projet. Et là, on a vu également le problème de trop de prestataires différents parce qu'en fait, chacun des freelances avait des enjeux différents par rapport à ce projet. Pour certains, ce projet était prioritaire pour eux et pour d'autres, il l'était moins. Et donc, ça avait une implication négative sur le projet puisque tout le monde n'avançait pas à la même vitesse, tout le monde ne se coordonnait pas de la même manière et le projet finalement avançait de manière un peu chaotique. Et donc la conclusion, ce fut qu'au bout de 3 mois de travail ensemble, le client a préféré
regrouper tous les métiers au sein d'une même agence et par bonheur, c'est nous qui avons récupéré tous ces rôles au sein de notre agence et donc on a constitué une équipe pluridisciplinaire de notre côté. Donc voilà, 2 exemples avec le même problème, une conclusion différente, mais bon voilà, ça aurait pu être eux, ça aurait pu être nous. Au final, on en tire comme apprentissage que, alors par rapport au premier, qu'on peut essayer d'être plus clair sur nos compétences dès le début pour éviter des incompréhensions, et puis surtout, de manière générale, éviter de multiplier les entreprises sur un même projet, éviter d'avoir vraiment trop de prestataires différents. En tout cas, de notre expérience, ça a rarement fonctionné. On a Luc et Julien qui veulent partager un fail avec nous. Super. Ok. On peut commencer par Luc ou Ouais. je vais lui donner la parole. Ouais, tu sais. Je t'invite à participer. Si ça marche. Est-ce qu'on aurait le diapo ? Normalement, Luc, je t'ai invité à Laisse-le, participer. parce qu'on Tu as dû enchaînera recevoir une invite. Ouais, ça a l'air de marcher. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Alors oui, moi je vous propose un bon gros fail de chez Sogilis qui remonte à 2015. Alors pour le contexte, on était mandaté par la Banque populaire des Alpes pour développer une application qui permet de gérer les portefeuilles de clients des conseillers en agence bancaire. Donc jusqu'à ce moment-là, ils géraient avec des bonnes grosses feuilles Excel et c'est un petit peu compliqué, on ne se rend pas bien compte parce qu'en fait, c'est aussi les joies de notre métier, c'est qu'on apprend sur le métier de nos clients. Donc la gestion des clients, en fait, on est tous dans une petite case qui va bien pour une banque et tout ça s'organise. Les conseillers ont un temps dédié à chaque client et tout ça. C'est un petit peu difficile à gérer par une feuille Excel. En tout cas, il n'y a pas d'homogénéité dans la gestion des différentes agences sur ce sujet-là. Donc, comme Sogilis, on était bien identifié comme étant capable de développer des applications qui peuvent être critiques. Donc là, on parle de banque, c'est le fonctionnement interne des agences, donc c'était bien dans notre cible. On a été mandaté pour développer cette application-là. Alors, on a commencé, on était une belle équipe, plutôt pluridisciplinaire, mais pas complètement. Vous allez voir pourquoi. Et donc, on avait un PO proxy, un PO chez le client et une équipe de dev plutôt expérimentée. On était 5 sur le projet. On a développé, alors, budget assez conséquent. On parle d'un projet de 1 an et demi au total à une équipe de 5. Et on a donc démarré le développement, la fleur au fusil, de façon agile. On est allé chercher les besoins, on les a bien écrits, on a fait un joli backlog et on s'est mis à développer. Première version qui a été proposée à quelques, j'allais dire, bêta-testeurs, directeurs d'agence. C'est là que le gros fail arrive, il y a un rejet de l'application. C'est toujours très compliqué de passer d'une feuille Excel à une application. Et là, on se dit, zut, forcément, les représentants projet côté Banque Populaire étaient pas satisfaits. En tout cas, c'était un gros enjeu. Il y avait plusieurs centaines de milliers d'euros en jeu. Et bien, ils nous ont dit, OK, mais là, ça va pas pouvoir continuer comme ça. On est trop loin de la cible en termes d'acceptabilité du logiciel. Du coup, à cette époque-là, on parlait encore beaucoup d'entreprises libérées. Et le Sogilis a longtemps été qualifié d'entreprise libérée. Il y a quelques principes et j'ai repris un exemple qui était décrit dans le livre Liberté et compagnie de Isaac Getz, où en fait, ils décrivent une entreprise qui fabrique des pièces auto. Et ces pièces auto, en fait, cette entreprise-là, elle n'avait jamais livré en retard. Et à un moment donné, ils ont un pépin dans la chaîne de prod et ils s'aperçoivent qu'ils vont pas y arriver. Donc le chef de la production demande à l'équipe, OK, mais on n'a jamais livré en retard. C'est vraiment problématique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour
pour pas créer un précédent. Parce qu'en fait, quand on commence à faire une erreur, bah, peut-être derrière, on sera, enfin, en tout cas, on commence à livrer en retard. Peut-être qu'après, ça devient plus critique. On voit que ça passe une fois, ça passe deux fois, et voilà. Et l'équipe donc a décidé dans cette usine de fabrication de pièces auto bah, de mandater, parce qu'en fait, la production était prête, c'est juste qu'ils n'avaient pas eu le temps de livrer. Ils ont mandaté un hélico pour livrer leur lot de pièces et être à l'heure et satisfaire au plus haut niveau leurs clients comme à l'habitude. Donc, on a essayé de transposer en fait cette histoire-là à Sogilis. Donc, on s'est dit, OK, là, notre client, il n'est pas satisfait sur l'utilisabilité. Il n'y a pas de bug, tout fonctionne bien, mais il n'y a pas d'adhérence. Voilà, les directeurs qui sont en agence bancaire, qui ne sont pas des geeks, qui n'ont pas vraiment l'habitude d'utiliser des applis, ben, ça accroche pas. Donc, on avait eu l'expérience de travailler sur un projet client avec des UX designers. Et là, on s'est dit, OK, chez Sogilis, on n'a pas de UX designer, on voit que c'est un problème, on voit que les clients ne sont pas satisfaits. Je vais reprendre un terme assez à la mode qui est le quoi qu'il en coûte. Et on s'est dit, OK, c'est pas grave, Favi avait commandé un hélico, ça leur a peut-être coûté leur marge sur leur lot de pièces. Et Sogilis, on va se payer un UX designer. Et cet UX designer avait un très bon collègue, il ne bossait pas dans la même entreprise, mais UI designer qui avait bossé à la Poste, qui avait tous les codes du bancaire. Et donc, voilà, on les a mandatés. Ils ont fait un boulot de dingue. Ils sont allés voir les directeurs d'agence. Ils ont créé du lien. Ils ont cherché à comprendre quelles étaient leurs attentes en termes d'UX. Et donc, on a complètement redéveloppé l'interface, l'IHM de l'application. Donc, ça nous a coûté cher, mais in fine, donc l'issue de l'histoire, d'une part, la Banque Populaire a été complètement positive à la suite de ça, c'est-à-dire que l'application a été acceptée par les directeurs d'agence. Et même plus que ça, puisque la Banque Populaire des Alpes aujourd'hui n'existe plus, c'est un groupement de régions, c'est la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et l'application a été choisie parmi les autres applications qui faisaient le même boulot dans les autres régions. Donc là, ok, ça nous a coûté cher, mais on a réussi à satisfaire notre client et c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour Sogilis. À l'issue de ça, alors, ce n'est pas la seule raison, mais c'en est une. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé de constituer une équipe UX et UI chez Sogilis. Donc voilà, depuis, alors je ne sais plus, c'est Marion qui est arrivée en premier dans l'équipe, mais ça doit remonter à 2015-2016. Et c'est vraiment une conséquence de ce fail sur ce projet client qui nous a amené à vouloir constituer une équipe pour pouvoir vraiment réaliser des interfaces qui sont agréables, utiles et utilisables. Voilà pour notre fail d'équipe. Merci pour ce partage. Du coup, si on résume, le problème, c'était une compétence manquante dans l'équipe pluridisciplinaire. Oui. Et conséquence, un projet qui ne touche pas sa cible et du coup, une perte de temps, de bénéfices pour les différents... Et potentiellement de confiance. Hein, quand on en arrive à un rejet, pour le coup, je ne sais pas la dopamine, comment elle s'est comportée, mais c'était difficile. Quoi. Ouais. Okay. Donc voilà, un bon gros fail qui nous a permis de progresser au niveau de l'organisation. Okay. Est-ce que certains veulent réagir par rapport à cette expérience ou je vois sinon quelqu'un d'autre peut parler de sa propre expérience. On a Julien qui voulait participer. Je vais l'inviter. Est-ce que Julien, tu veux partager ta caméra ou juste ton micro pour partager du coup, je l'ai invité là. Ouais. Il va normalement accepter. Voilà. Bonjour Julien. On te voit. Est-ce que tu peux activer ton micro? Ouais, on ne t'entend pas.
Il est toujours désactivé. Est-ce que c'est à nous d'autoriser à activer ton Je micro? pense Non, pas, parce normalement. que Luc n'a pas eu de problème. Ça y C'est est, bon, parfait. ça a Super. l'air bon. Eh ben, bonjour à tous. Je me présente rapidement. Julien, je gère la société Cobalt. En fait, on fait le même métier que vous, je pense. Enfin, ça fait un moment que, en tout cas, que je vous suis de loin parce que voilà, je pense qu'on fait exactement le même métier. On développe des applications métiers sur mesure. Donc ça m'intéressait de venir, de venir entendre vos fails. Et puis, voilà, je joue le jeu et j'en partage un. Surtout que pour le coup, c'est un fail qui se termine moins bien que l'histoire précédente. Alors le contexte, on a un gros client donc qui est le FAFSA, qui est le Fonds de formation des artisans, et c'est un organisme financeur qui finance les formations des artisans en France. Voilà. Chaque année dans la formation, vous le savez, ça fait l'actualité, les règles changent, c'est bien, ça nous donne un peu de travail. Mais du coup, chaque année, il y a une mise à jour de la politique de financement des différentes formations de ces artisans. Et donc chaque année, c'est un grand ramdam et il faut ajuster les règles métiers, faire des ateliers avec le client, voilà. Donc sur ce projet, j'étais directeur de projet. J'avais donc pourquoi l'équipe pluridisciplinaire, donc le client vraiment métier, un chef de projet, des développeurs, un fonctionnel, consultant fonctionnel. Et donc, donc ça arrive en début d'année, hein, la mise à jour de cette politique de financement. Et le sujet commence à traîner, donc on s'engage au forfait pour le coup, et non pas en engagement de moyens, on fait pas de, en tout cas on se met pas, c'est pas du Scrum, etc. Et le truc traîne, ça traîne, il y a des discussions dans tous les sens, les specs n'avancent pas, les ateliers se multiplient, et donc en mauvais directeur de projet, je mets la pression à tout le monde pour que ça avance. Quand je dis tout le monde, c'est les devs, le fonctionnel, le chef de projet, et surtout le client aussi. Et donc, c'est finalement, je finis par imposer une date de livraison en prod et un rétro-planning avec une date de livraison en recette. Voilà. Et ça a fonctionné, hein. On a livré tout ça, mais si je devais résumer, c'est les choses. Un mot en trop dans les spécifications fonctionnelles ont coûté 1,5 million d'euros à mon client. Donc, pourquoi ? Parce que, donc dit comme ça, c'est pas terrible. Je me fais pas de la super pub, hein, vous voyez. Pourquoi ? Parce que les règles étaient hyper complexes, donc je vais pas donner les vraies, mais grosso modo, l'idée, c'est que il y a des règles du type de plafond, de financement, du type c'est tant d'euros par entreprise. Voilà. Je caricature, mais... Et donc là, on n'avait pas écrit tant d'euros par entreprise, mais on avait écrit tant d'euros par entreprise par thème de formation. Et donc le mot par thème, il était en trop. Donc ces deux mots, c'était en trop. Et comme il y a une cinquantaine ou une centaine de thèmes, on se rend bien compte que tant d'euros par entreprise, c'est pas du tout pareil que tant d'euros par entreprise par thème. Voilà, potentiellement, on finance 50 fois ou 100 fois plus, enfin le nombre de thèmes fois plus que ce qu'on devrait. Donc évidemment, je mets la pression sur les ateliers, donc on fait ça vite. Je mets la pression sur le consultant fonctionnel qui rédige les specs vite. Je mets la pression sur mon client pour qu'il valide les specs vite. Je mets la pression sur les développeurs pour qu'ils développent vite. Alors vite est bien, sauf qu'ils oublient de faire, enfin ils oublient, non, ils prennent pas le temps parce que je leur mets la pression de faire tous les tests unitaires qu'on avait prévu de faire. On livre en recette. Le sujet est compliqué à tester, je remets la pression à mon client pour qu'il valide la recette vite, c'est validé en recette, ça part en prod, quelque chose comme un jeudi soir, sans doute. Et le lendemain matin à 7h, je reçois un coup de fil de mon client qui me dit « Bonjour Julien, je suis actuellement dans mon lit ». Alors je trouve ça bizarre, qui m'appelle rarement aussitôt. Je suis dans mon lit et Twitter s'affole. Et il y a tous les artisans qui disent que c'est open bar au FAFSA pour se faire financer des formations. Là, je sais que la journée va être pénible. Et voilà. Et donc à partir de là, c'est la course. C'est la course pour comprendre ce qui s'est passé. Bon, on comprend assez vite. Et alors, ça n'a pas réellement coûté 1,5 million puisque en fait les
les validations se font en 2 temps. Il y a un agrément de formation et il y a ensuite le règlement des formations. Mais les agréments sont partis, donc avec des courriers officiels, etc. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Le FAFSA doit identifier quel dossier a dû être validé. Voilà, donc ça nous prend déjà quelques heures pour faire la liste et se rendre compte du montant, parce qu'au début, on n'a aucune idée des conséquences financières. Et ensuite, doit rétro-pédaler. Et ensuite, nous, on a dû bosser des jours, donc week-end compris, et puis la semaine qui a suivi, des jours pour identifier tous les dossiers, renvoyer tous les documents officiels en disant excusez-nous, on s'est trompé. Voilà, donc en termes à la fois d'image pour notre client et de coût finalement pour nous, il aurait mieux fallu qu'on passe 1 ou 2 jours de plus sur le sujet et que, quitte à ce que ça traîne, plutôt que finalement, parce qu'évidemment je n'ai rien facturé à mon client, c'était la moindre des choses. Et au final, on a perdu beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent et voilà, et effectivement une part d'image aussi pour notre client. Et donc c'est un fail à 2 titres, presque en plus. Je ne sais pas vraiment quelle conclusion en tirer, puisqu'il y a quand même des fois où faut mettre un peu de pression et qu'on se mette un peu des coups de pied aux fesses pour que les sujets avancent, parce on sait très bien qu'il y a parfois des sujets qui traînent dans le temps, et voilà. Mais en même temps, faut faire attention, il ne faut pas non plus trop en mettre. Donc c'était il y a 2-3 ans, hein, cette histoire-là, ça commence à dater. Depuis, je ferai plus sans doute les choses de la même façon, mais voilà, c'était un fail qui a coûté très cher pour un mot effectivement en trop, enfin 2 mots voilà par thème en trop dans les specs. Alors un document de spec qui fait des dizaines de pages, hein, puisque les règles de gestion métier de ce client sont complexes. Mais voilà, il y a un mot en trop là-dedans et ça passe tous les filets de validation des specs, de validation de recettes, de tests unitaires et on arrive à ça en prod. Voilà. Bon, c'est la seule fois où ça nous est arrivé. Je ne veux pas non plus me faire une pub horrible, mais c'est la seule fois où c'est arrivé. Mais quand ça nous arrive, c'est pour de vrai, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, tu disais que tu ferais les choses autrement. Et, est-ce que tu peux t'en assurer quelque chose au final en tout cas, Oui, aujourd'hui, surtout en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, je mets beaucoup plus la pression à mes clients aujourd'hui qu'à mes équipes. Alors, on n'est pas nombreux, on est une dizaine de personnes, donc c'est aussi facile parce qu'on a que des gens hyper impliqués, etc. Mais au final, on priorise toujours le fait de faire les choses bien et carré, d'autant plus sur des fonctionnalités critiques comme ça. Voilà, tout n'est pas aussi critique, mais en tout cas sur des choses comme ça, on préfère assumer qu'on va livrer en retard plutôt que de livrer quelque chose qui n'est pas complètement carré. Et donc maintenant, par contre, je continue quand même, et il m'arrive quand même de continuer à mettre la pression à mes clients quand ils traînent trop à recetter, ou quand ils ont 2 semaines pour recetter, mais qu'ils s'y prennent 2 jours avant la date, etc. Enfin, ça, vous connaissez ça comme moi, je pense. Voilà, mais c'est juste que c'était il y a quelques années, donc ça faisait pas longtemps que j'avais monté la boîte, donc voilà, pour moi, c'était très très grave de livrer en retard. Justement, là, c'est l'histoire d'avant qui me fait penser à ça. Je voulais toujours qu'on soit à l'heure et tout. Et en fait, aujourd'hui, notre priorité, c'est surtout de livrer la meilleure qualité possible. Voilà. Ah, ok. On a une petite main qui se lève. Merci beaucoup. Ouais. De rien. Merci pour la scène. Merci pour ce partage, en tout cas, super riche, intéressant à prendre. Après, moi, ce que j'en retiens aussi, c'est que le concept de forfait, c'est toujours dangereux. Et bon, ça, on pourra en débattre des heures. Et en l'occurrence, on a fait un webinaire sur le sujet pour défendre l'engagement de résultat. Donc, on va trop s'éloigner du sujet, mais avec plaisir pour en discuter. Ouais. Merci. Au revoir. On envoie une invitation à Quentin. Et je l'invite. C'est en cours.
Salut tout le monde. Salut, comment Salut, Vous comprends. m'entendez? Très bien. Ouais. Alors, attends, je vais essayer de me mettre sur l'écran d'en face, histoire que je ne sois pas que de travers. Bon, j'y arrive pas, c'est pas très grave. Moi, alors je suis pas très technique, moi, pour ceux qui me connaissent. Et à l'époque, on avait monté une start-up, j'étais CEO et j'avais surtout l'aspect métier. C'est-à-dire que j'étais le référent métier du site web et de l'application qu'on était en train de développer. On avait mis beaucoup de moyens parce qu'on avait réussi à lever un peu d'argent, donc c'était très très cool. On avait une boîte qui nous gérait toute la partie UX, UI et développement. On avait également un dev en interne et on avait notre plus gros investisseur qui nous mettait à dispo également une partie de son équipe dev pour connecter des API avec une de leurs solutions. Forcément, on a pris du retard. Je me suis retrouvé à récupérer le fait de chapeauter l'intégralité du projet avec toutes ces belles équipes. Et on devait livrer une version avec une deadline assez forte qui était le codir, présenter la version de l'application, du site web au codir de notre investisseur, donc avec une date extrêmement ferme sur laquelle on n'avait absolument aucune marge de manœuvre. Donc comme on était en retard, on a vu le mur arriver de manière assez conséquente et on a fini par livrer chez nous en interne la veille du codir, enfin quelques heures avant le codir, dans la nuit. J'ai plus exactement l'heure précise, mais ça devait être quelque chose comme 2 ou 3 heures du matin, avec un codir à 9 heures le lendemain matin. Et moi, j'avais, à l'époque, c'était mon premier gros projet que je gérais et je faisais une énorme confiance dans les différentes équipes de dev parce qu'ils étaient tous très bons. Donc, je ne m'étais pas trop préoccupé des conséquences ou des petites attentions qu'il aurait fallu avoir d'un point de vue technique. Et à 3 heures du matin, quand on a livré chez nous, on s'est rendu compte qu'on avait oublié le certificat de sécurité sur le site web. Donc, qu'on ne pouvait pas accéder au site web dans l'environnement bancaire de notre très gros investisseur le lendemain matin en codir. Donc tout fonctionnait, absolument tout fonctionnait. C'était pas mal, c'était plutôt bien fait, sauf qu'on n'a pas réussi à le montrer, en tout cas on l'a montré de manière un peu crade en codir 2-3 heures après, parce que le temps qu'on se rende compte que en fait tout le monde pensait que le copain d'à côté allait mettre en place le certificat. On s'est rendu compte que ça faisait pas partie de la checklist et on est complètement passé à côté de ça parce que probablement trop de temps, parce que probablement trop d'intervenants. Ça a déjà été dit plusieurs fois, mais je pense que quand il y a beaucoup d'équipes, le risque c'est que chacun pense que l'autre va faire une partie du boulot. Et donc voilà, on s'est bien vautré comme il faut, alors que l'énergie qui a été dépensée sur le projet et finalement le fait d'avoir réussi à livrer à l'heure, ça n'a pas été récompensé parce que ça, visuellement, c'était dégueulasse, quoi. Voilà le sujet. Merci pour ce partage. Merci, ouais. Est-ce que certains veulent réagir? Comment? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non. On a eu des réactions en tout cas, de compassion. C'est gentil. Ouais. Est-ce que ça s'est déjà reproduit? Est-ce que tu en as retiré quelque chose? Est-ce que... Ouais, j'en ai retiré une chose, c'est que il faut essayer de limiter effectivement les intervenants. En tout cas, les intervenants il faut limiter la diversité des intervenants sur les mêmes compétences. Ça, c'est clairement fondamental. Et puis, même si on n'est pas technique et qu'on pilote ça ou qu'on pilote quelque chose et que c'est pas dans notre cœur de métier, il y a des basiques en fait à jamais louper et voilà, je pense qu'il faut rester sur les basiques tout au long du projet et s'assurer que c'est bien beau d'avoir une super app, un super site, un truc qui est extrêmement bien développé, mais si on n'est pas en capacité de le montrer, ça ne sert strictement rien, quoi. C'est aussi, il y a la notion de test avant. Alors, en l'occurrence, c'est pas une mise en prod, mais c'était une démo, de se laisser le temps de vérifier. Ouais, mais en pré-prod, on n'avait pas la difficulté, on n'avait pas la problématique d'avoir le certificat. Donc ça marchait très bien en pré-prod. Non, mais ouais, c'est un concours de circonstances, trop de monde qui aurait pu en fait traiter ce petit point. Donc personne ne l'a fait. Et puis là, être pris par le temps.
voilà, je reste convaincu que livrer à l'heure, c'est bien, mais livrer quelque chose qui marche, c'est quand même mieux, quoi. C'est sûr. Voilà. Merci Ok. pour ta participation. Ouais, merci Ben, je beaucoup. vous en prie. On a Joanne qui veut partager aussi un fail. Je vais l'inviter. Alors, on a des beaux fails en tout cas. Hein. On se Ouais. demande qui va gagner. Merci pour vos participations. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, Oui. on t'entend. Oui. Salut, Johan. Très bien. Salut. Salut. Oui, enfin, moi, j'ai un beau fail, mais il y a longtemps. Hein. C'était, j'étais sur un projet, je pense que c'était la deuxième fois que j'étais sur un projet où on pouvait faire des choses vraiment de façon qualitative. Donc, c'était en 2011, je crois. On faisait un projet en full TDD. C'était, toute l'équipe était alignée là-dessus. Donc, ça partait vraiment bien. On se disait, mais où est-ce qu'on peut vraiment échouer là-dedans? Et en même temps, on était dans une entreprise qui misait beaucoup sur la performance. Ils avaient une grosse plateforme avec énormément de trafic, etc. Et ils étaient en train de migrer sur une base de données MySQL, enfin NoSQL, donc pour gérer la charge. Ça s'appelait HBase à l'époque. Je pense que c'est mort aujourd'hui. Et c'était vraiment, vraiment dur, quoi. C'était... Et ils ont galéré. Nous, on n'était pas trop là-dedans, mais il fallait que nous, on utilise la même base de données parce que notre projet aussi allait scaler à mort. C'était évident. Donc, on a passé 5 mois sur ce projet-là. Je pense que 3 mois et demi a été consacré à s'intégrer avec cette base de données haute performance. Et puis, au bout de 5 mois, on avait pas énormément avancé du coup. Et puis on dit non, mais on va mettre en pause parce qu'il y a d'autres priorités. Voilà. Donc, effectivement, on avait à peine eu le temps de livrer quelque chose. On n'avait même pas pu tester auprès des utilisateurs. On n'avait aucune certitude que ça allait vraiment prendre. Euh, euh, et moi, j'étais dégoûté parce que je me suis dit, déjà, de faire ça de façon qualitative, comme on avait fait, ça finalement servir à rien, quoi. Quand ça ne sert pas, le faire bien, c'est gaspillage, quoi. Et surtout, d'avoir voulu faire de la qualité sur la performance, c'était totalement, ça n'avait pas de sens. On aurait pu, pendant quelques mois, travailler avec une base de données à la con, voire même des systèmes une persistance sous forme de fichiers, pas performant, mais si on avait une centaine d'utilisateurs, ce serait déjà ça de valider qu'on avait quelque chose qui plaisait aux gens et que du coup, ça valait le coup d'investir et de le faire bien. Voilà. Mais je pense qu'à la fois la direction avait pris ça totalement de travers en misant sur la performance d'abord. Et nous, en tant que personnel technique, on avait tellement les yeux sur la qualité du code et dans la durée. Ouais, donc on était passé à côté de la première qualité, c'est est-ce qu'on fait quelque chose que les gens aiment. Ok. Donc ça m'est resté et c'est vraiment présent dans beaucoup de projets aujourd'hui parce que je trouve on fait pas aussi mal, mais on fait régulièrement quelque chose qui est vraiment pas, enfin qui risque justement. On se préoccupe pas des utilisateurs d'abord. Et du coup, cet enseignement, tu t'en sers pour challenger les décisions dans d'autres contextes ou enfin, tu as l'impression que ça t'a aidé, que ça t'a appris Oui. quelque chose, Oui, complètement. Depuis quelques années, je baigne un peu dans le milieu des startups, ce que je ne faisais pas avant. Et je vois que même dans ce milieu-là, on n'est vraiment pas bon, quoi. On n'est vraiment pas bon. On est bon pour trouver des idées qui semblent être géniales et qui vont probablement marcher. Mais de valider que ces suppositions, finalement, sont vraies, c'est souvent pas regardé comme une première priorité. Donc, au bout d'un moment, on se rend bien compte que ça ne prend pas, il faut faire quelque chose.
Voilà, mais c'est un peu tard et puis, enfin, l'argent est pas mal dépensé et on a fait beaucoup de code, donc du coup, c'est plus difficile de faire un pivot. Voilà, mais ça m'avait surpris que justement dans le milieu de start-up, que ça, ce n'est pas toujours la première préoccupation d'une start-up de valider que les utilisateurs sont prêts à utiliser ce que nous construisons. Ouais. Ok. Super, merci beaucoup pour ce partage. Ouais. Il est 11h50. Du coup, on va peut-être préparer le petit vote. Et pendant que vous votez, je peux essayer de raconter. On en avait 2 autres, nous, je peux les raconter très rapidement sans entrer dans les détails. Alors, est-ce que tu peux remettre en plein écran? Comment ça marche? Je vais le faire. C'est toi qui fais? Ah, Ok, bon. génial. Alors, un deuxième exemple, c'est un contexte pour une startup justement où il n'y avait pas de profil technique chez notre client. C'est 2 porteurs de projets qui ne sont pas du tout techniques ni l'un ni l'autre. Et du coup, on a constaté une sorte de manque de confiance dans les décisions que pouvait prendre l'équipe. Donc nous, on intervient à la fois sur le dev, l'UX, l'UI, avec aussi un rôle de proxy PO, mais en même temps, enfin, eux, ils n'ont pas non plus ils n'ont pas de profil tech, mais ils n'ont pas non plus connaissance des bonnes pratiques de développement logiciel. L'agilité, ça leur parle pas. Donc même cette partie proxy PO est pas simple à mettre en place. Et donc on a eu cette impression qu'il y avait un manque de confiance, peut-être lié au fait que si par exemple on chiffre, on prend une décision, on fait un choix technique qui va nous prendre beaucoup plus longtemps. Nous, ça nous coûte rien parce que pour le coup, là, on n'est pas au forfait. Et eux, ça leur coûte beaucoup plus cher. Donc, je pense qu'ils avaient cette peur-là. Et on a constaté que du jour où ils ont choisi de prendre un CTO à temps partagé, ça a mis une personne externe qui n'était pas impliquée, qui n'était pas impactée par les choix techniques qui pouvaient être faits, et que la confiance s'est améliorée, que la relation s'est améliorée aussi avec le client. Donc, c'est pas un gros fail parce que la réaction a été quand même assez rapide, mais voilà, c'était intéressant de voir ça. Tout à l'heure, c'était trop de profils différents, c'est un problème, trop d'intervenants différents, mais en fait pas assez, ça peut aussi générer des problèmes. Et le dernier exemple, qui est plus anecdotique peut-être, c'est un contexte dans lequel moi j'étais à l'époque chez un éditeur de logiciels où j'étais initialement colocalisée avec les équipes de développement. Et puis un jour, il y a une restructuration des bureaux et on m'a demandé de changer de bureau et de passer. Il y avait un bureau qui était un peu dédié au pôle design, qui eux étaient transverses sur tous les projets, alors que moi j'étais vraiment plus impliquée sur 1 ou 2 projets. Et donc d'aller dans ce bureau-là. Et j'ai constaté que, alors, le point positif, c'était quand même que j'ai eu beaucoup plus de liens avec le pôle design. De ce côté-là, c'était chouette. Mais par contre, beaucoup moins de liens avec les développeurs. Une perte d'informations au quotidien, le fait de ne pas être présente juste à côté, d'entendre les discussions. Ça a été vraiment un frein pour la réactivité, pour pouvoir dire ah mais attends non je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, ça va pas dans le sens de ce que j'ai pensé en termes de parcours utilisateur, et voilà, j'ai eu l'impression qu'on perdait du temps, qu'on perdait de l'efficacité. Donc l'apprentissage que j'essaie de mettre en place autant que possible, c'est d'être physiquement dans la même pièce que les développeurs. Ou alors, quand tout le monde est en télétravail ces dernières années, on a un problème différent. La pièce commune, c'est le canal Slack, mais en tout cas, si les développeurs sont eux dans la même pièce, c'est bien de nous être avec en tant que UX pour entendre tout ce qui se passe. On a fait le tour de... Voilà, on a fait le tour de tous nos fails. Je vois que Benjamin t'a mis, vous pouvez voter pour le pire fail dans l'onglet sondage en bas à droite. On a déjà donc c'est à quelques côté votes. du chat, ouais. Je ne sais pas si tout le monde a voté, n'hésitez pas. Oui, si certains ne savent pas, donc c'est en bas à droite, à côté des fenêtres de chat, ouais, c'est ça. tout à gauche. À gauche de la fenêtre de chat, ouais.
Est-ce que... Alors, on va supposer que tout le monde a eu le temps de voter. Oui, je pense que Ouais. c'est bon. Vous avez eu plusieurs réponses. Ouais. Et alors ensuite, comment ça s'affiche? Et ben, moi, j'ai le gagnant. Tu as le résultat? Ok, dis-nous. Du coup, c'est Julien qui a gagné. Du coup, le mot intro dans les specs qui a fait perdre un demi-million d'euros à son client. Il était bien vendu ce fail quand même. Bravo Julien, bravo. Mais voilà, donc Julien, tu as gagné une journée. Une journée d'audit Une UX, journée si ça d'audit. t'intéresse, Voilà. pour quel projet que ce soit. Et merci à tous en tout cas pour votre participation, c'était super sympa. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Ah oui, je ne sais pas si je peux te fier, effectivement. Mais si tu as appris des choses, Oui. si tu en tires un enseignement, je pense que Et c'est puis, l'essentiel. ouais, puis pour rappeler que les échecs, c'est normal et que ça permet de. C'est comme ça qu'on d'être apprend. enrichi. Voilà. Quelque chose d'important que tu fais bien de rappeler. Et que je pense que si on avait une vision un petit peu différente des échecs et qu'on était plus prêt à en parler, le monde n'en serait que meilleur. Donc, n'hésitons pas à parler de nos échecs, à échanger ensemble. Et puis, du coup, on vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci d'avoir participé. Et puis, au plaisir de vous revoir sur d'autres événements. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.